47 cadavres, 47 familles détruites, 2 années de terreur absolue dans les rues les plus sombres de Paris. Et à ce jour, personne ne sait qui fut responsable des assassinats les plus brutaux que le faubourg Saint-Antoine ait jamais connus. Avant de commencer cette enquête dans les archives oubliées de la police parisienne, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir va glacer votre sang et vous faire questionner tout ce que vous croyez savoir sur la nature humaine. Les pavés du faubourg Saint-Antoine résonnent encore des échos de la Révolution de février 1848. Dans ce quartier ouvrier de l'Est parisien, entre la Bastille et la Nation, vivent entassés des milliers de travailleurs, d'artisans, de petits commerçants, qui peinent à survivre dans une France en pleine transformation industrielle. L'architecture du faubourg reflète cette misère sociale. Les immeubles de 5 et 6 étages s'élèvent sans ordre apparent. Leurs façades noircies par la suie des cheminées d'usines toutes proches. Les cours intérieures, étroites et sombres, servent d'ateliers improvisés où résonnent du matin au soir les coups de marteau des forgerons, le grincement des scies des menuisiers, le claquement des métiers à tisser des ouvrières en soie. Les rues étroites et tortueuses du faubourg forment un véritable labyrinthe où s'entremêlent ateliers de menuiserie, forges, manufactures textiles et taudis surpeuplés. La rue du faubourg Saint-Antoine elle-même, artère principale du quartier, fourmille d'activités commerciales. Les échoppes se succèdent. Marchands de vins aux devantures enfumées, boulangeries exhalant l'odeur du pain bis, épiceries vendant à crédit aux familles ouvrières, bureaux de tabac où se retrouvent les hommes après leur journée de labeur. Mais c'est quand la nuit tombe que le véritable caractère du faubourg se révèle. Les réverbères à gaz, installés récemment par la municipalité, éclairent faiblement les artères principales, projetant des ombres dansantes qui transforment chaque recoin en piège potentiel. Les ruelles adjacentes, trop étroites pour bénéficier de cet éclairage moderne, demeurent plongées dans l'obscurité totale. C'est dans ce dédale de passages couverts, d'impasses borgnes, de cours abandonnés que se cache le danger. Les habitants du faubourg ont développé leur propre code de survie nocturne. Les femmes évitent de sortir seules après le coucher du soleil. Les ouvriers qui travaillent tard se regroupent pour rentrer chez eux. Même les ivrognes les plus endurcis savent qu'il faut éviter certaines zones réputées dangereuses. Les abords du cimetière du Père-Lachaise, les entrepôts abandonnés près de la Seine, les anciennes carrières transformées en dépotoirs. C'est dans cette géographie complexe, où chaque recoin peut dissimuler un danger, que débute notre histoire au printemps de l'année 1847. Les ouvriers du faubourg ignorent encore qu'un prédateur se prépare à transformer leur quotidien déjà difficile en cauchemar permanent. Charles Beaumont, commis aux écritures à la préfecture de police, habite un modeste appartement rue de la Roquette, au 3e étage d'un immeuble bourgeois qui détonne dans ce quartier populaire. Âgé de 34 ans, célibataire, il mène une existence apparemment sans histoire. Orphelin depuis l'adolescence, sans famille proche ni relations intimes, il s'est construit une façade de respectabilité qui trompe son entourage. Physiquement, rien ne le distingue de la masse des petits employés parisiens. De taille moyenne, mince sans être chétif, il porte toujours les mêmes vêtements sombres et bien entretenus. Costume de drap noir, chemise blanche impeccablement repassée, cravate nouée avec soin. Ses cheveux châtains, toujours parfaitement peignés et séparés par une raie nette, encadrent un visage aux traits réguliers mais inexpressifs. Seuls ses yeux, d'un gris métallique particulièrement froid, trahissent parfois une étrangeté que ses contemporains attribuent à la timidité. Ses voisins le décrivent comme un homme poli, mais distant, qui salue courtoisement sans jamais s'attarder en conversation. Madame Rousseau, la concierge, se souvient qu'il payait toujours son loyer rubis sur l'ongle, qu'il ne recevait jamais de visite et qu'elle ne l'entendait jamais faire de bruit. Un locataire exemplaire, répétera-t-elle plus tard aux enquêteurs. On aurait dit qu'il n'existait pas.
Ponctuel jusqu'à l'obsession, méticuleux dans son travail, Beaumont jouit d'une excellente réputation auprès de ses supérieurs hiérarchiques. Son bureau, situé au 2e étage de la préfecture dans le service des archives criminelles, est toujours parfaitement rangé. Ses rapports, rédigés d'une écriture fine et régulière, ne comportent jamais la moindre erreur. Il connaît par cœur tous les règlements, toutes les procédures, tous les formulaires de l'administration policière. Cette connaissance approfondie du fonctionnement de la police lui vaut la confiance de ses collègues, qui n'hésitent pas à le consulter sur les points de procédure les plus délicats. Il a ainsi accès à tous les dossiers d'enquête, peut consulter les rapports confidentiels, connaître en temps réel l'avancement des investigations en cours. Cette position privilégiée fera de lui, sans que personne ne s'en doute, l'observateur le mieux informé de sa propre traque. Chaque matin à 7 heures précises, Beaumont quitte son domicile, vêtu de son costume sombre, son chapeau melon vissé sur la tête, sa serviette de cuir sous le bras. Il emprunte toujours le même itinéraire pour rejoindre la préfecture, rue de la Roquette jusqu'au boulevard Voltaire, puis rue de la Bastille jusqu'à l'île de la Cité. Ce trajet, qu'il parcourt d'un pas régulier et mesuré, dure exactement 28 minutes. En chemin, il salue d'un hochement de tête les quelques personnes qu'il croise régulièrement. Monsieur Dubois le boulanger, qui ouvre sa boutique à 6h30, Madame Lemoine l'épicière qui balaye devant sa devanture, le facteur Girard qui distribue le courrier matinal. Ces salutations mécaniques, toujours identiques, contribuent à entretenir son image d'homme respectable et prévisible. Mais cette façade soigneusement construite dissimule une réalité infiniment plus sombre, car derrière l'employé modèle se cache un prédateur d'une cruauté inimaginable, qui attend la tombée de la nuit pour laisser libre cours à ses pulsions les plus destructrices. Le 23 mai 1847, vers 5 heures du matin, Auguste Morel, ouvrier métallurgiste se rendant à son travail à la forge Beauvais, découvre dans une cour intérieure de la rue de Charonne le corps atrocement mutilé d'une jeune femme. La scène qui s'offre à ses yeux le marquera à vie. Marie Dubois, lingère de 22 ans employée dans un atelier de confection du quartier, gît dans une mare de sang coagulé, le visage rendu méconnaissable par de multiples coups de couteau. Auguste Morel, homme pourtant habitué à la violence du travail industriel, vomit instantanément avant de courir alerter le poste de police le plus proche. Les premiers agents qui arrivent sur les lieux, l'agent Roussel et le brigadier Lecomte, sont eux-mêmes saisis d'effroi devant l'ampleur de la boucherie. Le corps de Marie Dubois porte plus de 30 blessures, certaines superficielles, d'autres mortelles, comme si l'assassin avait pris plaisir à prolonger l'agonie de sa victime. L'inspecteur Lucien Ferrand, homme d'expérience âgé de 48 ans et chargé des affaires criminelles du quartier depuis 15 ans, arrive sur les lieux vers 7 heures. Ancien militaire reconverti dans la police après les campagnes napoléoniennes, Ferrand a vu bien des horreurs sur les champs de bataille. Mais ce qu'il découvre ce matin-là dépasse tout ce qu'il a pu imaginer. Le corps de Marie Dubois a été découvert dans l'angle le plus reculé de la cour, à l'abri des regards indiscrets. Ses vêtements sont déchirés avec une violence inouïe, mais curieusement, elle porte encore tous ses effets personnels. Une petite croix en argent, héritée de sa mère, des boucles d'oreilles en laiton, et sa bourse contenant ses maigres économies de la semaine, soit 3 francs et quelques centimes. Cette absence de vol intrigue immédiatement Ferrand. Dans un quartier où la misère pousse régulièrement au crime crapuleux, quel assassin laisserait derrière lui des objets de valeur, même modestes? L'inspecteur note également que les blessures, d'une violence inouïe, ne semblent pas correspondre à un crime passionnel ordinaire. Certaines incisions, d'une netteté chirurgicale, suggèrent une connaissance anatomique, tandis que d'autres coups paraissent avoir été portés dans une frénésie incontrôlable. Plus étrange encore, le corps a été soigneusement disposé dans une position particulière qui frappe Ferrand par son caractère théâtral. Les bras sont croisés sur la poitrine dans une attitude de gisant. Les jambes sont jointes et parfaitement alignées. Les yeux ont été fermés avec soin.
Cette mise en scène post-mortem révèle un assassin qui a pris le temps d'organiser sa macabre découverte. Quelqu'un qui trouve une satisfaction particulière dans la contemplation de son œuvre. L'autopsie, pratiquée le lendemain par le docteur Émile Duchesne, médecin légiste de la préfecture, révèle des détails encore plus troublants. Marie Dubois est morte d'une hémorragie causée par une blessure à la carotide, mais elle a été torturée avant d'être tuée. Les marques sur ses poignets indiquent qu'elle a été attachée, probablement pendant plusieurs heures. Certaines blessures, notamment de multiples coupures superficielles sur les bras et les jambes, semblent avoir été infligées de manière méthodique, comme si l'assassin avait voulu prolonger délibérément les souffrances de sa victime. Mais le détail le plus troublant échappe d'abord aux enquêteurs. Un petit morceau de chair a été découpé avec précision sur l'épaule droite de la victime. Cette mutilation post-mortem, réalisée avec un instrument tranchant très fin, forme une sorte de marque distinctive rectangulaire d'environ 3 cm sur 2. L'assassin semble avoir voulu emporter cette parcelle de peau comme une sorte de trophée macabre. Le docteur Duchesne, intrigué par la précision de cette découpe, note dans son rapport que l'instrument utilisé devait être d'une qualité exceptionnelle, probablement un scalpel ou un bistouri de chirurgien. Cette observation orientera plus tard les recherches vers des suspects ayant une formation médicale, piste qui se révélera finalement erronée, mais qui fera perdre un temps précieux aux enquêteurs. L'affaire Marie Dubois aurait pu demeurer un fait divers tragique parmi tant d'autres dans le Paris de l'époque, où les crimes violents ne sont malheureusement pas rares dans les quartiers populaires. Les journaux locaux lui consacrent quelques lignes en pages intérieures, évoquant sobrement un assassinat crapuleux dans le faubourg Saint-Antoine. L'enquête de routine menée par l'inspecteur Ferrand se concentre sur l'entourage de la victime. Son employeur, ses collègues de l'atelier, ses rares connaissances masculines. Marie Dubois menait une existence paisible et laborieuse. Fille d'un ouvrier agricole du Loiret mort de la tuberculose 2 ans plus tôt, elle était montée à Paris pour échapper à la misère rurale et avait trouvé un emploi dans l'atelier de couture de Madame Fontaine, rue de Charenton. Ses collègues la décrivent comme une jeune femme travailleuse et discrète, sans liaison amoureuse connue, qui consacrait ses maigres loisirs à la lecture de romans populaires empruntés au cabinet de lecture du quartier. Le soir de sa mort, Marie avait quitté l'atelier vers 9 heures après avoir terminé une commande urgente. Plusieurs témoins l'avaient vue remonter la rue de Charenton en direction de son logement. Une chambre meublée qu'elle louait chez Madame Girard, rue de la Forge Royale. Mais entre 9h30, heure à laquelle le cafetier Rousseau l'avait aperçue pour la dernière fois, et 5 heures du matin, moment de la découverte du corps, il y avait un vide complet. Cette absence de témoins sur les dernières heures de Marie Dubois complique considérablement l'enquête. L'inspecteur Ferrand fait interroger tous les habitants des immeubles donnant sur la cour où fut découvert le corps. Mais personne n'a rien vu ni entendu d'anormal. Cette discrétion de l'assassin, capable de commettre un crime d'une telle violence sans alerter le voisinage, révèle déjà une personnalité méthodique et organisée. 3 semaines plus tard, le 15 juin, un second corps est découvert dans des circonstances similaires, et l'inspecteur Ferrand comprend alors qu'il ne s'agit pas d'un crime isolé, mais du début d'une série qui va terroriser tout le faubourg. Paul Girard, menuisier de 38 ans, est retrouvé mort dans un entrepôt désaffecté de la rue de Lappe, non loin de l'atelier où il travaillait depuis 15 ans. Comme Marie Dubois, il porte de multiples blessures infligées avec un acharnement sadique. Comme elle, son corps a été soigneusement disposé dans cette même position de gisant qui devient la signature de l'assassin. Et surtout, il présente la même mutilation post-mortem sur l'épaule droite, ce même prélèvement de chair découpé avec une précision chirurgicale. L'inspecteur Ferrand, confronté à ces similitudes troublantes, commence alors à entrevoir la terrible vérité. Le faubourg Saint-Antoine abrite un tueur en série d'une cruauté inimaginable. Un prédateur qui a fait de la souffrance humaine son plaisir le plus raffiné. Tout au long de l'été 1847, la terreur s'installe progressivement dans les rues du faubourg comme un poison lent qui contamine chaque aspect de la vie quotidienne.
Chaque mois apporte son lot de nouvelles victimes, découvertes dans les lieux les plus sombres et les plus isolés du quartier, toutes portant les mêmes marques d'une violence extrême et cette mystérieuse mutilation sur l'épaule droite qui devient rapidement la signature terrifiante de l'assassin. Les habitants du faubourg, d'abord incrédules devant l'ampleur de cette série criminelle, modifient peu à peu leurs habitudes ancestrales. Les rues qui s'animaient encore tard le soir se vident dès le coucher du soleil. Les cafés et les guinguettes, lieux traditionnels de sociabilité ouvrière, fermant leurs portes plus tôt. Les femmes qui travaillent dans les ateliers s'organisent en groupe pour rentrer chez elles, n'osant plus affronter seules l'obscurité des ruelles. Cette transformation de l'atmosphère sociale ne passe pas inaperçue aux yeux de Charles Beaumont, qui observe cette montée de la peur avec un intérêt particulier mêlé d'une satisfaction profonde. En tant que commis à la préfecture, il a accès à tous les rapports d'enquête, peut suivre heure par heure les progrès de l'investigation, connaître les moindres détails des découvertes macabres avant même qu'ils ne soient communiqués à la presse. Chaque matin, quand les nouveaux dossiers arrivent sur son bureau, Beaumont éprouve une jouissance secrète à lire les comptes rendus d'autopsie rédigés par le docteur Duchesne. Il étudie avec une attention morbide les descriptions cliniques des blessures qu'il a lui-même infligées, mémorise les hypothèses des enquêteurs sur la personnalité du tueur, prend connaissance des témoignages des rares personnes ayant aperçu une silhouette suspecte dans la nuit. Cette position privilégiée fait de lui le spectateur le mieux informé de sa propre traque, situation paradoxale qui nourrit son sentiment de supériorité intellectuelle sur ses poursuivants. Il lit avec amusement les théories développées par l'inspecteur Ferrand, sourit intérieurement devant les fausses pistes explorées par la police, jubile secrètement quand les recherches s'orientent vers des suspects parfaitement innocents. Car Charles Beaumont n'est pas seulement un observateur privilégié de cette enquête. Il en est le protagoniste secret, l'auteur de ces atrocités qui plongent tout un quartier dans l'épouvante, le démiurge invisible de ce théâtre de la cruauté qui se joue chaque nuit dans les rues du faubourg Saint-Antoine. L'origine de ces pulsions meurtrières remonte à son enfance, marquée par une succession de traumatismes que les connaissances psychiatriques de l'époque ne permettent pas encore de comprendre. Fils unique d'un petit fonctionnaire des contributions indirectes et d'une mère au tempérament mélancolique, Charles a grandi dans un foyer où l'affection faisait défaut et où régnait une atmosphère de froideur émotionnelle qui a profondément marqué sa personnalité en formation. Depuis son plus jeune âge, Beaumont ressent des pulsions qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut contrôler, qui s'expriment d'abord par une cruauté gratuite envers les animaux. Enfant déjà, il torturait les chats errants du quartier, les attirant avec de la nourriture avant de les martyriser pendant des heures dans la cave de la maison familiale. Ces séances de torture, qu'il organisait méthodiquement après l'école, lui procuraient une satisfaction étrange qu'il ne parvenait pas à analyser, mais qu'il recherchait avec une avidité croissante. Adolescent, il développa une fascination morbide pour les descriptions de meurtres dans les faits divers des journaux populaires. Il découpait soigneusement ses articles, les classait par type de crime, les relisait indéfiniment en s'attardant sur les détails les plus sordides. Cette documentation macabre, qu'il conservait dans une malle secrète de sa chambre, constituait la base de sa culture criminelle et alimentait des fantasmes de plus en plus violents. La mort de ses parents, emporté par une épidémie de choléra quand il avait 19 ans, libéra définitivement ses pulsions destructrices de tout contrôle social. Seul au monde, sans famille proche pour surveiller son comportement, sans obligations affectives pour tempérer ses instincts, Charles put enfin laisser libre cours à sa vraie nature sans crainte d'être découvert. Devenu adulte, il transpose ses obsessions criminelles en fantasmes de plus en plus précis, de plus en plus violents, qu'il nourrit par la lecture compulsive des dossiers judiciaires auxquels son emploi à la préfecture lui donne accès. Les descriptions de crimes réels remplacent progressivement les romans noirs dans ses lectures nocturnes. Il étudie les méthodes des assassins, analyse leurs erreurs, imagine des perfectionnements à leurs techniques. Pendant des années, ces fantasmes lui suffisent. Il les cultive méthodiquement,
les enrichit de détails de plus en plus précis, les met en scène dans son imagination avec une minutie d'architecte. Mais peu à peu, cette satisfaction purement mentale ne lui suffit plus. Le besoin de passer à l'acte devient irrépressible, s'impose à lui avec la force d'un instinct vital qu'il ne peut plus refouler. Le jour, il parvient encore à maintenir une façade de respectabilité qui trompe son entourage professionnel. Mais quand tombe la nuit sur le faubourg, ses démons intérieurs prennent définitivement le contrôle de sa personnalité. Il sort alors de chez lui, armé d'une trousse de couteaux soigneusement affûtés qu'il a assemblés au fil des mois, et part en chasse dans les rues obscures du quartier, à la recherche de proies isolées et vulnérables. Cette transformation nocturne s'opère selon un rituel immuable qui révèle l'aspect compulsionnel de ses pulsions. Vers 10 heures du soir, après avoir dîné frugalement et vérifié que ses voisins sont couchés, Beaumont revêt des vêtements sombres qu'il a spécialement achetés pour ses expéditions criminelles. Pantalons et vestes de drap noir, chemises sans col, bottines à semelles souples qui ne font aucun bruit sur les pavés. Il dissimule ses instruments de mort dans une gibecière de cuir qu'il porte en bandoulière sous sa veste. Avant de sortir, il consulte systématiquement les rapports de police de la journée pour connaître les secteurs surveillés, les patrouilles prévues, les éventuels dispositifs de sécurité mis en place par les autorités. Cette connaissance privilégiée de l'organisation policière lui permet de toujours choisir ses terrains de chasse en évitant les zones dangereuses. Chaque meurtre lui procure une satisfaction intense, mais éphémère, mélange de jouissance sadique et de sentiment de puissance absolue sur la vie et la mort. La violence de l'acte, les supplications de ses victimes, leur terreur face à la mort qui approche, tout cela nourrit ses pulsions destructrices avec une intensité que rien d'autre ne peut égaler. Mais cette extase meurtrière ne dure jamais longtemps. Et bientôt, l'envie de recommencer devient irrépressible. La collecte macabre de ces morceaux de chair qu'il prélève sur ses victimes répond à un besoin compulsionnel de posséder définitivement une part de leur être. Ces trophées sanglants, qu'il conserve précieusement dans sa cave, selon des méthodes de conservation qu'il a apprises dans les manuels de taxidermie, lui permettent de revivre indéfiniment l'instant de son triomphe sur la mort. Au fil des mois, Beaumont perfectionne sa technique criminelle avec la minutie d'un artisan perfectionnant son art. Il apprend à identifier les victimes potentielles, à étudier leurs habitudes, à repérer leurs itinéraires habituels, à choisir le moment et le lieu optimal pour frapper sans risquer d'être surpris. Cette phase préparatoire, qui peut durer plusieurs semaines pour chaque victime, lui procure une excitation particulière, celle du chasseur qui traque sa proie. Il développe parallèlement une connaissance intime du faubourg et de ses recoins les plus secrets. Chaque ruelle, chaque passage couvert, chaque cour abandonnée, chaque cave désaffectée devient un élément de sa géographie criminelle. Il mémorise les horaires des patrouilles, identifie les habitations où vivent des témoins potentiels, repère les itinéraires de fuite possibles en cas de danger. Cette maîtrise parfaite de son terrain de chasse lui permet de commettre ses crimes avec une impunité qui confine au prodige. Jamais vu, jamais entendu, jamais soupçonné, il évolue dans la nuit du faubourg comme un fantôme de mort, frappant où et quand il le souhaite, avant de disparaître sans laisser la moindre trace de son passage. Parallèlement à ses activités criminelles, il suit avec un amusement cynique les efforts désespérés de la police pour l'arrêter. Sa position privilégiée à la préfecture lui permet de connaître en temps réel tous les développements de l'enquête, toutes les hypothèses explorées par les investigateurs, tous les suspects interrogés. Il lit les rapports de ses propres crimes avec la même attention qu'un critique littéraire analysant une œuvre d'art, notant les erreurs d'interprétation des enquêteurs, souriant devant leurs fausses déductions, jubilant quand ils s'égarent sur de fausses pistes. Cette connaissance privilégiée des méthodes d'investigation lui permet de toujours garder une longueur d'avance sur ses poursuivants. Il adapte ses techniques en fonction des progrès de l'enquête, modifie ses habitudes quand il pressent un danger, déplace ses zones d'action quand la surveillance se resserre sur un secteur particulier. L'automne 1847
marque un tournant décisif dans l'affaire qui va transformer un fait divers local en véritable phénomène de société. Le nombre des victimes s'élève déjà à 17, chiffre terrifiant qui dépasse largement tout ce que Paris a pu connaître en matière de crimes en série. L'inspecteur Ferrand, homme d'expérience pourtant habitué aux affaires criminelles les plus sordides, se trouve face à une enquête qui le dépasse complètement et remet en question toutes ses certitudes professionnelles. Les méthodes traditionnelles d'investigation, qui avaient fait leurs preuves dans les crimes crapuleux ordinaires, se révèlent totalement inadaptées face à ce type de criminalité. Aucune piste sérieuse, aucun témoin fiable, aucun mobile apparent ne permet d'orienter les recherches vers un suspect crédible. Les victimes, issues de milieux sociaux différents et n'ayant apparemment aucun point commun, si ce n'est leur appartenance aux classes laborieuses du faubourg, semblent avoir été choisies au hasard par un assassin qui frappe selon une logique incompréhensible. Cette absence totale de rationalité dans le choix des victimes déroute complètement Ferrand. Formé à une criminologie classique où le mobile du crime permet toujours d'identifier le coupable. Face à ces meurtres apparemment gratuits, commis sans passion ni cupidité, l'inspecteur se trouve démuni et commence à douter de ses capacités professionnelles. La presse parisienne, qui avait d'abord traité ces crimes comme de simples faits divers, commence à s'emparer sérieusement de l'affaire quand le nombre des victimes atteint la vingtaine. Les journaux populaires, toujours friands de sensationnel, découvrent dans cette série criminelle une mine inépuisable d'articles à sensation. Le Petit Journal, Le Figaro, la Gazette des Tribunaux rivalisent d'imagination pour baptiser ce mystérieux assassin. C'est le Petit Parisien qui lance l'appellation qui va marquer les esprits, l'éventreur du faubourg, sobriquet qui évoque immédiatement la sauvagerie des crimes et leur ancrage géographique. Cette dénomination, reprise par tous les journaux concurrents, contribue à transformer l'affaire en véritable feuilleton quotidien, suivi avec passion par l'ensemble de la population parisienne. Les articles de presse, rédigés dans un style volontairement dramatique, décrivent avec complaisance les détails les plus sordides des crimes. Les journalistes, n'hésitant pas à inventer ce que les enquêteurs ne leur révèlent pas, brossent le portrait d'un monstre sanguinaire qui sème la terreur dans les quartiers populaires de la capitale. Cette médiatisation sensationnaliste attise encore davantage la peur des habitants du faubourg et contribue à créer un climat de psychose collective. Les autorités municipales, embarrassées par cette publicité négative qui ternit l'image de la capitale, multiplient les déclarations rassurantes qui sonnent de plus en plus faux au fur et à mesure que s'accumulent les cadavres. Le préfet de police de l'Essert promet publiquement l'arrestation rapide du coupable, engage des moyens supplémentaires dans l'enquête, fait renforcer les patrouilles nocturnes dans le faubourg. Mais ces mesures de sécurité renforcées n'arrêtent pas Charles Beaumont. Au contraire, cette atmosphère de terreur généralisée et de chasse à l'homme excite encore davantage ses instincts de prédateur. Il prend un plaisir particulier à défier la vigilance accrue des forces de police, à contourner les dispositifs de surveillance, à frapper là où on ne l'attend pas. Chaque nouveau meurtre devient un défi lancé aux autorités, une démonstration de sa supériorité intellectuelle sur ses poursuivants. Le 12 octobre, il assassine Margot Leblanc, une jeune couturière de 26 ans qui rentrait chez elle après une veillée chez sa sœur habitant rue de la Croix-Faubin. Malgré toutes les recommandations de prudence diffusées par les autorités et relayées par la presse, elle avait choisi de traverser seule la rue de Montreuil vers 11 heures du soir, pensant que quelques centaines de mètres ne représentaient pas un grand danger. Elle se trompait fatalement. Beaumont l'avait repérée 3 jours plus tôt lors d'une de ses reconnaissances nocturnes. Il avait étudié ses habitudes, noté qu'elle se rendait chaque mardi soir chez sa sœur et qu'elle rentrait toujours par le même chemin. Cette prévisibilité dans ses déplacements en faisait une proie idéale pour ses projets criminels. Le soir du crime, il l'attendait dissimulé dans l'embrasure d'une porte cochère, vêtu de ses habits sombres qui le rendaient invisible dans l'obscurité. Quand Margot passa à sa hauteur, il surgit silencieusement derrière elle, lui plaqua une main sur la bouche pour étouffer ses cris, et l'entraîna de force dans une cour intérieure où il put accomplir son œuvre de mort en toute tranquillité.
Ce meurtre révèle une évolution inquiétante dans la méthode de Beaumont. Pour la première fois, il prend le risque d'enlever sa victime pour la conduire sur un lieu de son choix, au lieu de la tuer sur place. Cette audace croissante témoigne de sa confiance grandissante en son impunité et de son besoin de raffiner toujours davantage ses techniques criminelles. Le 15 novembre, c'est au tour de Pierre Dumont, un vieil horloger de 62 ans qui fermait tardivement son atelier de la rue de Charonne, après avoir terminé la réparation d'une pendule ancienne. Beaumont l'aborde sous l'apparence d'un client potentiel, prétextant avoir besoin d'une réparation urgente sur une montre de famille. La confiance que lui inspire son allure respectable permet à Beaumont d'attirer le vieil artisan dans l'arrière-boutique de son magasin, où il le tue avec la même brutalité méthodique que ses précédentes victimes. Ce crime marque une nouvelle étape dans l'évolution criminelle de Beaumont. Pour la première fois, il pénètre chez sa victime au lieu de l'attirer dans un lieu isolé. Cette transgression supplémentaire révèle une personnalité de plus en plus audacieuse, qui prend des risques croissants pour satisfaire ses pulsions meurtrières. Chaque nouveau meurtre ajoute à sa collection macabre cette accumulation de trophées sanglants qui devient progressivement le centre de sa vie secrète. Dans la cave de son immeuble de la rue de la Roquette, soigneusement dissimulée derrière une cloison en briques qu'il a lui-même construite pendant un week-end de congé, Beaumont a aménagé une sorte de sanctuaire dédié à ses crimes. Cette pièce secrète, éclairée par une unique chandelle, ressemble à un cabinet de curiosités macabres. Les morceaux de chair prélevés sur ses victimes sont conservés dans des bocaux en verre remplis d'alcool à 90 degrés, étiquetés avec une précision administrative. Nom de la victime, date du crime, circonstances particulières. Ces récipients sont soigneusement rangés sur des étagères qu'il a confectionnées, classées par ordre chronologique comme une bibliothèque de la mort. Il a également rassemblé divers objets personnels dérobés sur les corps. Une alliance gravée, un peigne en écaille, un mouchoir brodé d'initiales, un chapelet de nacre, une bague sertie d'une pierre colorée, autant de trophées qui alimentent ses fantasmes lors des longues soirées d'hiver. Chaque objet évoque pour lui un moment particulier de jouissance criminelle, une scène de violence qu'il peut revivre indéfiniment par la contemplation de ses reliques sanglantes. Cette collection devient progressivement une obsession qui structure toute son existence. Beaumont passe des heures entières dans cette cave secrète à contempler ses trésors, à revivre mentalement chaque meurtre dans ses moindres détails, à planifier méthodiquement le suivant. Ces séances de contemplation morbide, qui ont lieu généralement le dimanche après-midi quand l'immeuble est désert, lui procurent une satisfaction qu'aucune autre activité ne peut égaler. Il tient également un journal détaillé de ses crimes, manuscrit de plus en plus volumineux, où il consigne minutieusement les circonstances de chaque assassinat, ses sensations du moment, ses réflexions techniques sur les méthodes employées. Ce document, rédigé d'une écriture fine et régulière, qui trahit sa formation de commis aux écritures, constitue un témoignage unique sur la psychologie d'un tueur en série du XIXe siècle. La lecture de ce journal révèle une personnalité de plus en plus dérangée, oscillant entre des moments de lucidité terrifiante où il analyse froidement ses crimes et des épisodes de pure folie meurtrière où s'expriment ses pulsions les plus destructrices. Beaumont y exprime sa conviction grandissante d'être un être supérieur, destiné par la nature à purifier la société, en éliminant ses éléments les plus faibles et les plus inutiles. Il développe progressivement une philosophie pseudo-darwinienne, selon laquelle ses crimes participeraient à une forme de sélection naturelle urbaine. Dans sa logique démente, les habitants du faubourg qui s'aventurent seuls la nuit sont des êtres inférieurs qui méritent d'être éliminés pour leur imprudence. Cette rationalisation délirante de ses pulsions criminelles lui permet de se présenter à ses propres yeux non comme un assassin, mais comme un agent involontaire de l'évolution sociale. Le début de l'année 1848 coïncide avec une escalade dramatique dans la violence et la sophistication des crimes qui va porter la terreur du faubourg à son paroxysme.
Non content de tuer rapidement comme il le faisait au début de sa carrière criminelle, Beaumont commence à torturer systématiquement ses victimes avant de les achever, développant des techniques de plus en plus raffinées pour prolonger leur agonie et intensifier sa propre jouissance sadique. Les rapports d'autopsie du docteur Duchesne, de plus en plus détaillés et horrifiants, font état de brûlures de cigarettes méthodiquement réparties sur le corps des victimes, de coupures multiples non mortelles infligées avec une précision chirurgicale, de signes évidents de séquestration prolongée. Certains corps portent les traces de ligatures aux poignets et aux chevilles, indiquant que les victimes ont été maintenues attachées pendant des heures, voire des jours entiers. Cette évolution vers une cruauté de plus en plus raffinée inquiète profondément l'inspecteur Ferrand, qui comprend que l'assassin franchit un nouveau palier dans l'horreur. L'analyse des lieux de découverte révèle également un changement significatif dans les méthodes criminelles. Au lieu des ruelles et cours d'immeubles habituels où les corps étaient abandonnés après un meurtre rapide, les victimes sont maintenant retrouvées dans des caves abandonnées, des entrepôts désaffectés, des égouts, des catacombes, comme si le tueur prenait désormais le temps de mettre en scène des tableaux macabres de plus en plus élaborés. Le 28 janvier 1848, Louise Moreau, une blanchisseuse de 43 ans, mère de 3 enfants, disparaît mystérieusement en rentrant de son travail dans une buanderie de la rue de Bercy. Ses enfants, inquiets de ne pas la voir rentrer, alertent les voisins qui organisent des recherches dans tout le quartier. Pendant 5 jours, l'espoir demeure de la retrouver vivante, kidnappée peut-être par des malfaiteurs ordinaires qui demanderaient une rançon. Son corps est finalement découvert dans les sous-sols d'une ancienne brasserie abandonnée de la rue de la Forge-Royale, dans un état qui dépasse l'entendement. Louise Moreau a été attachée à une chaise de bois avec des cordes qui ont entaillé profondément ses poignets et ses chevilles, signe qu'elle a lutté longtemps contre ses liens. L'analyse minutieuse du docteur Duchesne révèle que la malheureuse a été maintenue vivante pendant au moins 72 heures avant d'être tuée, subissant pendant tout ce temps des tortures d'une cruauté inimaginable. Cette découverte terrifiante confirme les pires craintes des enquêteurs. L'assassin dispose désormais d'un lieu sûr où il peut retenir et torturer ses victimes sans risquer d'être dérangé par des témoins indiscrets. Cette évolution vers la séquestration prolongée révèle une personnalité criminelle qui ne se contente plus de tuer rapidement, mais qui prend désormais le temps de savourer longuement la souffrance de ses victimes. Les recherches s'orientent alors vers les nombreuses caves et souterrains du faubourg. Territoire immense et mal connu qui offre 1000 cachettes possibles à un criminel organisé. Le faubourg Saint-Antoine, construit sans plan d'ensemble au fil des siècles, recèle d'innombrables espaces souterrains, anciennes carrières de pierre, caves de particuliers abandonnés, entrepôts désaffectés, égouts mal surveillés, catacombes oubliées. L'ampleur du territoire à fouiller et les moyens limités de la police de l'époque rendent cette tâche quasi impossible. Les équipes de recherche, munies de lanternes et de cordes, explorent systématiquement les sous-sols accessibles, mais la complexité du réseau souterrain et l'hostilité de certains propriétaires ralentissent considérablement les investigations. Charles Beaumont suit évidemment de très près ces développements de l'enquête qui se rapprochent dangereusement de sa véritable cachette. Il sait que les soupçons s'orientent vers les souterrains du quartier, mais cette proximité du danger, loin de l'inquiéter, ne fait qu'ajouter du piment à ses activités criminelles. Il éprouve une jouissance particulière à lire chaque matin les rapports de police qui décrivent avec une précision technique ses propres crimes, à voir ses collègues de bureau s'interroger à voix haute sur la personnalité de ce mystérieux tueur, à entendre dans les couloirs de la préfecture les théories les plus farfelues sur ses motivations. Cette situation paradoxale, où il peut observer en direct sa propre traque, développe chez lui un sentiment de supériorité intellectuelle qui confine à la mégalomanie. Il se considère désormais comme un criminel d'exception, un artiste de la mort dont le génie ne peut être compris par ses contemporains. Cette conviction de sa propre supériorité le pousse à prendre des risques de plus en plus grands, à défier ouvertement les forces de police par des crimes de plus en plus audacieux.
En mars 1848, alors que Paris connaît une nouvelle révolution qui renverse la monarchie de Juillet et proclame la Deuxième République, Beaumont profite habilement du chaos politique pour intensifier encore ses activités meurtrières. Les forces de police, massivement mobilisées pour maintenir l'ordre public et protéger les bâtiments officiels, ont moins de temps et de moyens à consacrer à la traque de l'éventreur du faubourg. Cette situation exceptionnelle lui offre une liberté d'action encore plus grande qu'à l'ordinaire. Les patrouilles nocturnes sont réduites, les rondes de surveillance espacées, l'attention des autorités focalisée sur les troubles politiques plutôt que sur la criminalité de droit commun. Beaumont saisit cette opportunité pour commettre en l'espace de 3 semaines pas moins de 6 nouveaux meurtres, série noire qui porte le nombre total de ses victimes à 32. Chaque nouveau crime de cette période révolutionnaire est plus raffiné que le précédent, plus cruel, plus sadique. Beaumont développe de véritables rituels criminels, des mises en scène complexes qui témoignent d'une folie de plus en plus organisée et méthodique. Il commence à laisser sur les lieux de ses crimes des messages énigmatiques, des citations latines détournées, des symboles kabbalistiques qui ajoutent une dimension mystique à ses forfaits. Cette théâtralisation croissante de ses crimes révèle un besoin narcissique de reconnaissance qui va au-delà de la simple satisfaction de ses pulsions meurtrières. Beaumont veut désormais que ses crimes soient reconnus comme des œuvres d'art macabre, que son nom passe à la postérité comme celui du plus grand criminel de son époque. Mais cette escalade dans l'horreur et cette recherche de publicité commencent aussi à attirer l'attention d'enquêteurs plus expérimentés et plus méthodiques que le malheureux inspecteur Ferrand, dépassé par l'ampleur de l'affaire. Le ministère de l'Intérieur du gouvernement provisoire, soucieux de montrer l'efficacité des nouvelles institutions républicaines, dépêche à Paris le commissaire Alphonse Bertrand, un spécialiste des affaires criminelles réputé dans toute la France pour ses méthodes d'investigation novatrices. Bertrand, âgé de 45 ans, ancien élève de l'école polytechnique reconverti dans la police après une brillante carrière d'ingénieur, apporte avec lui une approche révolutionnaire de l'enquête criminelle. Influencé par les théories scientifiques de son époque, il s'intéresse particulièrement à l'étude méthodique du comportement criminel et à l'analyse rationnelle des scènes de crime, discipline balbutiante qui préfigure la criminologie moderne. Si vous ressentez des frissons en écoutant cette reconstitution historique, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à nous dire en commentaire ce que vous pensez des véritables motivations de cet assassin. Car ce que vous allez découvrir maintenant, avec l'arrivée de cet enquêteur révolutionnaire, va vous glacer le sang. L'arrivée du commissaire Alphonse Bertrand à Paris, au début du mois d'avril 1848, bouleverse complètement l'enquête sur les meurtres du faubourg Saint-Antoine et marque le début de la fin pour Charles Beaumont. Contrairement à l'inspecteur Ferrand, homme de terrain habitué aux méthodes empiriques traditionnelles, Bertrand représente une nouvelle génération de policiers formés aux sciences exactes et convaincus que la criminalité peut être comprise et combattue par l'application de méthodes rigoureuses d'observation et d'analyse. Dès son arrivée dans la capitale, Bertrand refuse de s'installer dans les bureaux de la préfecture de police, préférant établir son quartier général dans un local indépendant qu'il fait aménager rue Saint-Antoine, au cœur même du territoire de chasse de l'assassin. Cette proximité géographique avec les lieux de crime lui permet d'étudier directement l'environnement dans lequel évolue le tueur et de comprendre la logique géographique de ses déplacements. Sa première initiative consiste à faire dresser une cartographie précise de tous les crimes commis depuis le début de l'affaire. Sur un plan détaillé du faubourg qu'il fait afficher sur un mur entier de son bureau, il plante des épingles de couleur rouge à l'emplacement exact de chaque découverte de cadavre, puis relie ses points par des fils de soie pour visualiser les trajets possibles de l'assassin. Cette méthode, révolutionnaire pour l'époque, fait apparaître des corrélations géographiques que personne n'avait encore remarquées. Très rapidement, Bertrand identifie plusieurs éléments que ses prédécesseurs avaient négligés, faute de méthodes d'analyse appropriées. D'abord, la précision chirurgicale des mutilations post-mortem ne suggère pas seulement des connaissances anatomiques générales,
mais révèle l'usage d'instruments tranchants de qualité professionnelle, probablement des scalpels ou des bistouris utilisés par les médecins et les vétérinaires. Ensuite, l'organisation minutieuse des scènes de crime, la mise en scène théâtrale des cadavres, la propreté relative des lieux malgré la violence des actes commis, tout cela révèle une personnalité méthodique et organisée, probablement habituée à manipuler des documents et des procédures administratives dans sa vie professionnelle. Mais c'est surtout l'analyse approfondie des dates et lieux des crimes qui met Bertrand sur la piste décisive. En reportant chronologiquement sur son plan l'ensemble des meurtres et en étudiant leur répartition temporelle, il découvre qu'ils suivent un rythme régulier qui correspond étrangement aux jours de congé hebdomadaires des employés de l'administration. Plus troublant encore, plusieurs crimes ont été commis dans des zones que seule une personne connaissant parfaitement les méthodes policières et les horaires de patrouille aurait pu choisir pour leur isolement et leur faible surveillance. Ces observations convergentes amènent logiquement Bertrand à une conclusion révolutionnaire. L'assassin ne peut être qu'une personne travaillant dans les services de police, ayant accès aux dossiers d'enquête et connaissant de l'intérieur les dispositifs de sécurité du quartier. Cette hypothèse, qui aurait paru impensable à l'inspecteur Ferrand, s'impose progressivement à Bertrand comme la seule explication cohérente de l'impunité dont jouit le criminel. La liste des suspects potentiels se réduit alors considérablement. Une vingtaine d'employés masculins de la préfecture, célibataires ou veufs, âgés de 30 à 45 ans, habitant le faubourg Saint-Antoine et ayant accès aux dossiers criminels. Parmi eux figure évidemment Charles Beaumont, mais rien dans son comportement professionnel ne le distingue particulièrement de ses collègues. Au contraire, sa ponctualité exemplaire, sa discrétion naturelle, sa connaissance parfaite des procédures administratives et sa réputation d'employé modèle en font plutôt un suspect peu crédible aux yeux de ses supérieurs hiérarchiques. Quand Bertrand demande des renseignements sur lui au chef de service, celui-ci ne tarit pas d'éloges sur ce collaborateur irréprochable qui n'a jamais causé le moindre problème en 15 années de service. Cependant, la rigueur scientifique de Bertrand lui interdit d'écarter un suspect sur la base de simples préjugés favorables. Il décide donc de faire surveiller discrètement chacune des personnes figurant sur sa liste, surveillance qui doit être menée par des policiers venus de province et donc inconnus dans le quartier. Cette filature, organisée selon un système de rotation complexe, doit permettre d'identifier d'éventuels comportements nocturnes suspects sans alerter les personnes observées. Charles Beaumont, dont l'expérience professionnelle des méthodes policières est considérable, se rend compte rapidement qu'il est l'objet d'une surveillance particulière. Son œil exercé repère facilement ses suiveurs malgré leurs précautions, comprend le système de rotation mis en place, identifie même les signaux convenus entre les différents policiers chargés de sa filature. Cette découverte, loin de l'inquiéter ou de le pousser à la prudence, déclenche chez lui une réaction d'orgueil et de défi qui révèle pleinement sa personnalité psychopathique. Plutôt que de cesser ses activités criminelles pour laisser passer l'orage, il décide au contraire de relever ce nouveau challenge avec l'arrogance et la suffisance qui le caractérisent depuis le début de sa carrière meurtrière. Dans son esprit dérangé, cette surveillance constitue une reconnaissance officielle de ses talents criminels, un hommage involontaire rendu par les autorités à la supériorité de son intelligence. Il se considère désormais comme engagé dans un duel intellectuel avec le commissaire Bertrand. Duel qu'il est déterminé à remporter pour prouver définitivement sa supériorité sur les forces de l'ordre. Le 12 mai 1849, alors qu'il se sait surveiller de près et que la moindre imprudence peut le conduire à l'arrestation, Beaumont commet son crime le plus audacieux et le plus parfaitement orchestré. Profitant de sa connaissance approfondie du quartier et de sa maîtrise des techniques d'évasion, il réussit à semer son suiveur en empruntant un itinéraire complexe à travers les toits du faubourg, parcours acrobatique qu'il avait préparé et répété pendant des semaines. Sortant de chez lui vers 10 heures du soir, sous l'apparence innocente d'un promeneur nocturne, il se dirige d'abord vers un café de la rue de Lappe, où il consomme ostensiblement un verre de vin sous les yeux de son surveillant.
Puis, prétextant un besoin naturel, il se rend aux latrines situées dans la cour de l'établissement, d'où il disparaît mystérieusement en escaladant un mur mitoyen qui lui permet d'accéder aux toitures. Évoluant avec l'agilité d'un chat sur les ardoises glissantes, passant de toit en toit grâce à un système de cordes qu'il avait préalablement installé, il redescend finalement dans une cour intérieure de la rue de Charonne, où il avait donné rendez-vous à sa 46e victime, Julien Roux, un jeune apprenti charpentier de 19 ans qu'il avait attiré par un faux prétexte de travail urgent. Le meurtre de Julien Roux, perpétré dans cette cour isolée où aucun témoin ne peut les déranger, dépasse en horreur et en raffinement sadique tout ce que Beaumont avait commis précédemment. Non content de tuer sa victime selon ses méthodes habituelles, il passe plusieurs heures à la torturer avec des instruments qu'il a spécialement apportés pour l'occasion, développant des techniques de supplice d'une cruauté inimaginable. Utilisant des tenailles chauffées au brasero qu'il avait préparées à l'avance, il arrache méthodiquement les ongles de sa victime tout en maintenant celle-ci consciente grâce à des stimulants qu'il lui injecte. Puis, avec des couteaux de différentes tailles, il pratique des incisions superficielles selon un schéma géométrique complexe qui transforme le corps de Julien en œuvre d'art macabre. Cette séance de torture, qui dure jusqu'à 4 heures du matin, révèle une personnalité criminelle parvenue au summum de la perversion sadique. Beaumont prend des notes détaillées sur les réactions de sa victime, chronométrant la durée de chaque supplice, évaluant l'efficacité de ses différentes techniques. Ce crime constitue en quelque sorte son chef-d'œuvre criminel, l'aboutissement de 2 années d'expérimentation dans l'art de faire souffrir. Quand il quitte finalement les lieux vers 4 heures du matin, après avoir soigneusement nettoyé ses instruments et disposé le corps selon son rituel habituel, il laisse derrière lui une scène d'une violence inouïe qui marquera à vie les premiers témoins. La découverte du cadavre de Julien Roux, le lendemain matin par un ouvrier se rendant au travail, provoque une émotion considérable, même parmi les enquêteurs habitués aux horreurs de cette affaire. Mais cette fois, dans sa frénésie meurtrière et son excès de confiance, Beaumont a commis une erreur fatale qui va permettre au commissaire Bertrand de l'identifier formellement. Dans l'obscurité de la cour et l'excitation du crime, il a perdu un bouton de manchette en argent gravé à ses initiales CB, cadeau que lui avait offert sa défunte mère pour ses 20 ans et qu'il portait toujours en souvenir d'elle. Ce bouton, de facture artisanale et portant une gravure particulière facilement identifiable, est retrouvé le lendemain matin par les enquêteurs qui ratissent méticuleusement la scène de crime. Pour Bertrand, habitué à analyser les moindres indices, cette découverte constitue la pièce à conviction décisive qui va lui permettre de confondre l'assassin. Le 13 mai 1849 au matin, quand Charles Beaumont arrive à son bureau de la préfecture avec sa ponctualité habituelle, croyant avoir une fois de plus défié impunément les forces de police, il trouve le commissaire Alphonse Bertrand qui l'attend dans le couloir du 2e étage, accompagné de 4 policiers en uniforme et du commissaire divisionnaire Dufresne. L'atmosphère de la préfecture, d'ordinaire animée par les conversations et les allées et venues du personnel, règne un silence pesant qui indique à Beaumont que quelque chose d'inhabituel se prépare. Sur le bureau de Bertrand, étalé comme une pièce d'accusation, trône le bouton de manchette en argent. Cette pièce à conviction qui signe définitivement la fin de son règne de terreur sur le faubourg Saint-Antoine. Beaumont s'arrête à quelques pas du groupe d'hommes qui l'attendent, et ses yeux se fixent immédiatement sur l'objet qui va causer sa perte. Un observateur attentif aurait pu remarquer qu'il porte automatiquement la main à sa manchette droite, geste instinctif qui confirme aux enquêteurs qu'ils tiennent enfin leur homme. Mais à part ce mouvement involontaire, il ne trahit aucune émotion particulière et conserve l'impassibilité qui le caractérise depuis toujours. Comprenant immédiatement que tout est fini et que les preuves contre lui sont désormais irréfutables, il ne cherche ni à fuir ni à nier l'évidence. Au contraire, il semble éprouver une sorte de soulagement à voir enfin lever le voile sur sa double existence. Cette arrestation met un terme à la tension permanente dans laquelle il vivait depuis 2 ans, partageant son temps entre sa façade de respectabilité et ses activités criminelles secrètes.
Il salue poliment le commissaire Bertrand d'un hochement de tête respectueux, ajuste machinalement ses manches de chemise pour masquer l'absence du bouton compromettant, et ramasse sa serviette de cuir comme s'il s'apprêtait à commencer une journée de travail ordinaire. Cette maîtrise de soi parfaite, cette absence totale de panique face à l'arrestation impressionne même les policiers habitués aux réactions les plus diverses des criminels pris en flagrant délit. « Monsieur Charles Beaumont », déclare solennellement le commissaire Bertrand d'une voix claire qui résonne dans le couloir silencieux, « au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la République française, vous êtes en état d'arrestation pour les assassinats perpétrés dans le faubourg Saint-Antoine depuis le mois de mai 1847. Avez-vous quelque chose à déclarer avant que nous procédions à votre mise en détention ?» Beaumont le regarde fixement pendant quelques secondes, ses yeux gris métalliques exprimant pour la première fois une émotion identifiable. Non pas la peur ou le remords, mais une sorte d'amusement cynique mêlé de satisfaction narcissique. Puis, un sourire étrange se dessine sur ses lèvres, sourire qui glacera plus tard tous ceux qui en furent témoins. « 46 » murmure-t-il d'une voix parfaitement audible mais étrangement détachée, comme s'il commentait un détail administratif sans importance. « Vous n'en avez trouvé que 46. » Cette phrase énigmatique, prononcée avec le même ton neutre qu'il utilisait pour dicter ses rapports, sera les seules paroles qu'il prononcera durant toute la procédure d'arrestation. Bertrand comprend immédiatement l'implication terrifiante de cette déclaration. Il y a eu une 47e victime, un crime supplémentaire que les enquêteurs n'ont pas encore découvert. Où se trouve la 47e victime ? Demande aussitôt Bertrand, espérant obtenir une réponse qui permettrait peut-être de sauver une vie si la personne était encore vivante, ou au moins d'apporter un réconfort aux familles en retrouvant le corps. Mais Beaumont se contente de sourire plus largement, sans prononcer un mot de plus. Ce silence obstiné sur l'identité et le sort de cette mystérieuse victime supplémentaire va devenir son dernier acte de cruauté. Sa façon de continuer à torturer psychologiquement ses poursuivants, même après son arrestation. La perquisition de son domicile rue de la Roquette, menée l'après-midi même par une équipe d'enquêteurs dirigée par Bertrand, révèle l'horreur absolue de la double vie menée par ce fonctionnaire apparemment si respectable. L'appartement lui-même, d'une propreté méticuleuse et d'un rangement obsessionnel, ne recèle aucun indice de ses activités criminelles. Tout y est parfaitement normal. Mobilier bourgeois de qualité moyenne, bibliothèque contenant des ouvrages de droit et d'administration, correspondance administrative, parfaitement classée. C'est seulement quand les enquêteurs descendent dans la cave de l'immeuble et découvrent la cloison dissimulée que se révèle la véritable personnalité de Charles Beaumont. Derrière cette murette de briques soigneusement maçonnée, se cache une pièce secrète qui ressemble à un véritable musée de l'horreur. Sanctuaire macabre où Beaumont conservait les trophées de ses crimes avec un soin maniaque. La découverte de cette collection épouvante même les enquêteurs les plus endurcis. 46 bocaux en verre, parfaitement alignés sur des étagères de bois, contiennent les morceaux de chair prélevés sur chacune des victimes, conservés dans de l'alcool et soigneusement étiquetés avec le nom de la personne assassinée et la date du crime. Chaque récipient porte une inscription rédigée de la même écriture fine et régulière que Beaumont utilisait pour ses rapports administratifs, transformant cette accumulation macabre en sinistre fichier de la mort. À côté de cette collection principale, une vitrine fermée à clé contient les objets personnels dérobés sur les corps. Bijoux, montres, peignes, mouchoirs brodés, chapelets, tout un bric-à-brac hétéroclite qui témoigne de la diversité sociale des victimes. Chaque objet est accompagné d'une étiquette précisant les circonstances de son acquisition, transformant ses souvenirs intimes en pièces de collection morbides. Mais la découverte la plus stupéfiante reste le journal intime de Beaumont, manuscrit de plus de 300 pages, relié en cuir noir et fermé par un cadenas. Ce document exceptionnel, rédigé avec une précision clinique terrifiante, retrace jour après jour l'évolution de sa carrière criminelle, depuis ses premiers fantasmes meurtriers jusqu'à ses crimes les plus récents.
La lecture de ce journal révèle une personnalité d'une complexité psychologique extraordinaire. Beaumont y analyse ses propres motivations avec une lucidité glaçante, décrit ses techniques avec la précision d'un manuel technique, relate ses sensations pendant les meurtres avec une complaisance narcissique révoltante. Il y développe également sa philosophie pseudo-scientifique sur la supériorité des êtres comme lui, destinée selon lui à régénérer l'espèce humaine en éliminant ses éléments les plus faibles. Certains passages de ce journal dépassent l'entendement par leur cruauté froide et calculée. Beaumont y décrit par exemple ses expérimentations sur la résistance à la douleur de ses victimes, chronométrant la durée de leurs agonies, évaluant l'efficacité de ces différents instruments de torture. Il y consigne également ses observations sur les réactions psychologiques de ses proies face à la mort imminente, révélant une curiosité pseudo-scientifique qui masque mal ses pulsions sadiques. Le procès de Charles Beaumont s'ouvre le 15 septembre 1849 devant la cour d'assises de la Seine, dans une atmosphère de curiosité morbide qui dépasse largement le cadre habituel des affaires criminelles. L'ampleur exceptionnelle de cette série de meurtres, le caractère méthodique et raffiné des crimes, la personnalité énigmatique de l'accusé, tout concourt à faire de ce procès un événement judiciaire sans précédent qui passionne l'opinion publique française et européenne. Les journaux parisiens et provinciaux dépêchent leurs meilleurs chroniqueurs judiciaires pour couvrir les débats. Le Figaro, le Petit Journal, la Presse, le Constitutionnel rivalisent d'imagination pour satisfaire la curiosité de leurs lecteurs, publiant chaque jour des comptes rendus détaillés des audiences et des portraits psychologiques de plus en plus fantaisistes de cet assassin hors du commun. La presse étrangère n'est pas en reste. Les correspondants du Times de Londres, de la Gazette de Cologne, du Corriere della Sera de Milan suivent également les débats, contribuant à donner à cette affaire un retentissement international qui dépasse largement les frontières françaises. L'affluence du public est telle que les autorités judiciaires doivent organiser un système de billets numérotés pour réguler l'accès à la salle d'audience. Chaque matin, dès 5 heures, une foule compacte se presse devant le palais de justice, mélange hétéroclite de bourgeois parisiens, d'ouvriers du faubourg venus voir le monstre qui terrorisait leur quartier, de curieux venus de province, de journalistes et d'écrivains attirés par cette plongée dans les abysses de l'âme humaine. Pendant 6 jours, du 15 au 21 septembre, défilent à la barre les témoins, les enquêteurs, les experts médicaux qui tentent de reconstituer la personnalité monstrueuse de l'accusé et de comprendre les mécanismes psychologiques qui l'ont conduit à commettre de tels forfaits. Le commissaire Bertrand expose méthodiquement les résultats de son enquête, détaillant les techniques d'investigation qui ont permis d'identifier le coupable. L'inspecteur Ferrand, visiblement marqué par 2 années d'enquête infructueuse, témoigne de son impuissance face à un type de criminalité totalement nouveau. Le docteur Duchesne présente ses rapports d'autopsie avec une précision clinique qui glace l'assistance, décrivant les sévices subis par chacune des victimes, avec un détachement professionnel qui rend ces révélations encore plus insoutenables. Mais c'est la lecture d'extraits du journal intime de Beaumont qui provoque l'émotion la plus vive dans l'assistance. Le procureur général de l'Angle, chargé de l'accusation, lit à haute voix certains passages particulièrement révélateurs de la mentalité criminelle de l'accusé, provoquant des mouvements de répulsion et d'indignation dans le public. Charles Beaumont assiste à son procès avec la même impassibilité énigmatique qu'il manifestait dans ses fonctions administratives. Installé au banc des accusés entre 2 gardes, vêtu du costume sombre qu'il portait lors de son arrestation, il suit les débats avec une attention soutenue mais ne manifeste jamais la moindre émotion. Ses yeux gris métalliques, fixés sur les témoins qui se succèdent, ne trahissent ni remords, ni colère, ni même intérêt particulier. Cette attitude d'indifférence absolue, maintenue pendant toute la durée du procès, frappe tous les observateurs par son caractère inhumain. Même quand sont évoqués les détails les plus atroces de ses crimes, même quand sont lus les passages les plus compromettants de son journal, même quand défilent les familles éplorées de ses victimes, Beaumont ne bronche pas, conservant cette expression vide qui fait froid dans le dos.
Interrogé par le président de la Cour sur ses motivations, il refuse de répondre, se contentant de ce sourire énigmatique qui devient progressivement sa seule forme d'expression. Invité à présenter sa défense, à exprimer des regrets, à expliquer ses actes, il oppose un silence obstiné qui exaspère ses propres avocats commis d'office. Cet mutisme volontaire, cette absence totale de coopération avec la justice, contribuent à renforcer l'image de monstre froid et calculateur que l'accusation s'efforce de construire. Pour l'opinion publique, ce silence équivaut à un aveu de culpabilité et révèle une personnalité imperméable à tout sentiment humain normal. Les expertises médicales, menées par les aliénistes les plus réputés de l'époque, concluent à la responsabilité pénale pleine et entière de l'accusé, écartant définitivement la thèse de l'aliénation mentale que la défense tentait timidement de faire valoir. Pour les docteurs Esquirol, Falrette et Baillarger, sommités de la psychiatrie naissante, Beaumont représente un cas inédit de perversité criminelle, une personnalité malfaisante, mais parfaitement consciente de ses actes et de leur portée. Cette conclusion médicale, qui refuse à l'accusé les circonstances atténuantes de la folie, ouvre la voie à la condamnation la plus lourde prévue par le code pénal de l'époque. Dans sa plaidoirie finale, le procureur général de l'Angle requiert la peine de mort, estimant que la société ne peut tolérer l'existence d'un individu aussi dangereux et que seule l'exécution capitale peut expier des crimes d'une telle ampleur. Le 22 septembre, après 2 heures de délibération qui paraissent une éternité aux observateurs massés dans les couloirs du palais de justice, le jury populaire rend son verdict à l'unanimité. Charles Beaumont est reconnu coupable de 46 assassinats avec préméditation et circonstances aggravantes et condamné à la peine de mort. L'annonce de cette sentence provoque une explosion de satisfaction dans l'assistance, où se mêlent les applaudissements du public et les cris de joie des familles de victimes enfin vengées. Beaumont accueille sa condamnation avec la même impassibilité qu'il avait montrée pendant tout le procès, se contentant de hocher légèrement la tête, comme pour approuver la justesse de la décision. Les semaines qui séparent la condamnation de l'exécution se déroulent dans un climat de tension extrême. Beaumont, incarcéré à la prison de la Roquette dans le quartier des condamnés à mort, refuse obstinément de recevoir la visite de l'aumônier, de s'entretenir avec ses avocats, ou de révéler quoi que ce soit sur l'identité de sa mystérieuse 47e victime. Cette obstination à emporter son secret dans la tombe devient rapidement une obsession pour les enquêteurs et l'opinion publique. Qui était cette victime supplémentaire? Où se trouve son corps? S'agit-il d'un crime déjà commis ou d'un projet que l'arrestation a empêché de réaliser? Ces questions hantent les nuits du commissaire Bertrand, qui multiplie les recherches dans tous les lieux fréquentés par Beaumont. L'exécution a lieu le 8 octobre 1849, place de la Roquette, devant une foule considérable estimée à plus de 10 000 personnes venues assister à la mort de celui que les journaux ont définitivement surnommé le monstre du faubourg. Dès l'aube, une multitude compacte envahit la place et les rues adjacentes, mélange hétéroclite de bourgeois en redingote, d'ouvriers en blouse, de femmes du peuple venues avec leurs enfants comme à un spectacle de foire. Cette affluence exceptionnelle témoigne de la fascination morbide qu'exerce cette affaire sur l'opinion publique parisienne. Pour beaucoup de ces spectateurs, assister à l'exécution de Beaumont représente une forme de catharsis collective, la conclusion symbolique d'un cauchemar qui a hanté leur nuit pendant plus de 2 ans. Charles Beaumont monte à l'échafaud à 8 heures précises, encadré par le bourreau Heidenreich et ses aides, avec la même dignité froide qu'il avait montrée durant tout son procès. Vêtu de la chemise blanche réglementaire, les mains liées dans le dos, il gravit les marches de bois sans fléchir, regardant droit devant lui sans manifester la moindre émotion. Arrivé sur la plateforme, face à la guillotine dressée comme un symbole de justice implacable, il se retourne vers la foule massée et prononce ces dernières paroles d'une voix claire et audible qui porte loin dans le silence religieux qui s'est abattu sur la place. Selon plusieurs témoins présents ce jour-là, notamment le journaliste Émile de Girardin du Petit Journal,
et l'écrivain Eugène Sue, qui assistait à l'exécution depuis une fenêtre de l'hôtel faisant face à l'échafaud, Beaumont aurait murmuré ces mots énigmatiques. « Vous ne trouverez jamais la 47e, elle attend encore dans l'ombre. Comme moi, j'ai attendu dans l'ombre. » Ces paroles, rapportées par la presse le lendemain, ajoutent une dimension prophétique terrifiante aux derniers instants de ce criminel hors du commun. Elles suggèrent non seulement l'existence effective d'une victime supplémentaire, mais aussi la possibilité que d'autres prédateurs de la même espèce attendent leur heure dans l'anonymat de la grande ville. Quelques secondes plus tard, le couperet tombe avec le bruit sourd caractéristique de la guillotine, mettant fin à la vie de l'un des criminels les plus extraordinaires de l'histoire française. La foule pousse un grand cri de satisfaction, mélange de soulagement et de soif de vengeance enfin assouvie. Effectivement, malgré toutes les recherches menées après l'exécution de Beaumont, malgré l'analyse minutieuse de chaque page de son journal intime, malgré les investigations approfondies dans tous les lieux qu'il avait fréquentés, les enquêteurs ne parviendront jamais à identifier cette mystérieuse 47e victime. Le commissaire Bertrand consacrera encore plusieurs années de sa carrière à élucider cette énigme, explorant toutes les pistes possibles, interrogeant tous les témoins potentiels, fouillant tous les souterrains du faubourg. Cette quête obsessionnelle d'une vérité qui lui échappe finira par ruiner sa santé et sa carrière. Bertrand, rongé par l'idée qu'une famille ignore encore le sort d'un des siens, qu'un corps demeure quelque part en attente de sépulture, sombrera progressivement dans une mélancolie profonde qui l'obligera à prendre une retraite anticipée. Certains historiens de la criminalité, étudiant rétrospectivement cette affaire, pensent qu'il s'agissait d'un ultime mensonge de Beaumont, d'une façon de narguer ses juges une dernière fois et de s'assurer une postérité dans l'histoire criminelle. Cette hypothèse s'appuie sur l'absence totale d'indices matériels concernant cette prétendue victime supplémentaire et sur la personnalité manipulatrice de Beaumont, capable d'inventer un dernier mystère pour alimenter sa légende posthume. D'autres experts estiment au contraire qu'un corps demeure effectivement à découvrir quelque part dans les méandres souterrains du faubourg Saint-Antoine. Cette thèse s'appuie sur la précision obsessionnelle de Beaumont dans tous ses autres crimes, et sur l'improbabilité psychologique qu'il ait inventé ce dernier forfait. Pour ces spécialistes, la 47e victime repose encore dans une cache secrète que son meurtrier avait préparée pour dissimuler définitivement ses traces. Les archives de la préfecture de police conservent encore aujourd'hui le dossier complet de cette affaire exceptionnelle. Considéré par les criminologues comme l'un des premiers cas de tueurs en série documentés avec une telle précision scientifique dans les annales judiciaires françaises. Le journal intime de Charles Beaumont, document exceptionnel par son caractère introspectif et sa précision clinique, constitue une source inestimable pour comprendre les mécanismes psychologiques qui peuvent conduire un individu apparemment normal vers la criminalité la plus extrême. Cette affaire marque également un tournant dans l'histoire des méthodes d'investigation criminelle. Les techniques développées par le commissaire Bertrand, notamment l'analyse géographique des crimes et l'étude systématique des preuves matérielles, préfigurent les méthodes de la police scientifique moderne. Son approche méthodique et rationnelle de l'enquête criminelle influencera durablement les pratiques policières et contribuera à l'émergence de la criminologie comme discipline scientifique. Quant au faubourg Saint-Antoine, il garda longtemps les cicatrices psychologiques de ces 2 années de terreur absolue. Pendant des décennies après l'exécution de Beaumont, les habitants du quartier évitèrent certaines rues quand tombait la nuit, transmettant de génération en génération le souvenir de ces crimes atroces qui avaient transformé leur quotidien en cauchemar permanent. Les lieux où furent découverts les corps acquirent une sinistre réputation qui persista longtemps après les faits. Plusieurs d'entre eux furent rasés ou profondément transformés par leurs propriétaires, soucieux d'effacer les traces de ces souvenirs macabres qui faisaient fuir les locataires potentiels. Certaines adresses devinrent carrément introuvables, leurs occupants ayant fait modifier la numérotation pour échapper à cette malédiction toponymique. La mémoire collective du quartier conserva également le souvenir de cette période à travers un folklore populaire particulièrement sombre.
Des comptines enfantines évoquaient l'homme au couteau qui sort la nuit. Des légendes urbaines prétendaient que l'âme de Beaumont hantait encore les caves du faubourg. Des rituels superstitieux se développèrent pour se protéger du mauvais œil de ceux qui avaient côtoyé l'assassin. Aujourd'hui encore, dans les archives municipales du 12e arrondissement et les registres paroissiaux de l'époque conservés aux archives nationales, on peut retrouver les traces administratives de cette tragédie collective qui marqua à jamais l'histoire du quartier. 46 actes de décès, 46 familles endeuillées, 46 destins brisés par la folie meurtrière d'un seul homme témoignent de l'ampleur du traumatisme subi par cette communauté ouvrière. Les généalogistes et les historiens locaux qui se penchent sur cette période découvrent régulièrement dans les archives des témoignages poignants sur l'impact de ces crimes sur la vie quotidienne des habitants. Correspondances privées, mémoires familiaux, chroniques paroissiales révèlent l'atmosphère de terreur qui régnait alors dans les rues du faubourg et les stratégies de survie développées par une population livrée à la merci d'un prédateur invisible. Mais la question lancinante demeure, celle qui obsédait déjà le commissaire Bertrand et qui continue de hanter les spécialistes de cette affaire. Qui était cette 47e victime dont Charles Beaumont emporta le secret dans la tombe? Son corps repose-t-il encore quelque part sous les pavés du vieux faubourg, dans une cave oubliée, dans un puits comblé, dans un mur muré? Cette dépouille anonyme attend-elle depuis plus d'un siècle qu'un hasard de travaux ou de fouilles révèle enfin la vérité? Certains chercheurs pensent que les grands travaux haussmanniens de la seconde moitié du XIXe siècle ont pu faire disparaître définitivement les traces de ce dernier crime, ensevelissant pour l'éternité sous le Paris moderne les preuves de cette ultime atrocité. D'autres estiment que les transformations urbaines n'ont fait que déplacer le mystère, que la vérité demeure accessible à qui saura la chercher avec les moyens techniques appropriés. Cette énigme non résolue continue d'alimenter l'intérêt des historiens, des criminologues et des simples curieux fascinés par les mystères du passé. Elle pose également des questions troublantes sur la nature de la vérité historique et sur notre capacité à reconstituer intégralement les événements du passé. Car si un crime aussi minutieusement documenté peut encore receler des zones d'ombre insurmontables, que dire de tous les autres mystères que l'histoire nous a légués? L'affaire Charles Beaumont demeure ainsi l'un des dossiers criminels les plus troublants du XIXe siècle français, non seulement par l'ampleur des crimes commis, mais aussi par ce mystère final qui transforme une enquête apparemment bouclée en énigme permanente. Elle illustre parfaitement cette vérité dérangeante selon laquelle la réalité historique peut être plus mystérieuse et plus terrifiante que la fiction la plus noire. Vous croyez que tout a été révélé dans cette reconstitution historique? Pensez-vous que cette 47e victime a réellement existé ou qu'il s'agissait d'une dernière manipulation de ce criminel hors du commun? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire qui continue de défier les enquêteurs plus d'un siècle et demi après les faits. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres mystères oubliés de l'histoire de France et partagez cette histoire avec tous ceux qui aiment les énigmes les plus sombres du passé. Car parfois, la réalité historique dépasse la fiction et les archives nous réservent encore bien des surprises terrifiantes qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur la nature humaine.